Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Votre matinale présentée cette semaine par René Ruth. Il est 7h34, on va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène dans quel pays aujourd'hui? On va en Afrique de l'Ouest, on va revenir sur le 64e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu il y a une semaine, en réalité. Ce n'est pas tenu dernièrement, ça s'est tenu il y a une semaine, mais nous allons voir véritablement les changements politiques que l'on peut lire, notamment à travers le communiqué final qui a sanctionné la teneur de ces travaux. Changement politique dans la mesure où, jusqu'à présent, en ce qui concernait 3 pays de la région, à savoir le Burkina Faso, le Mali et dernièrement le Niger, la CEDEAO avait des positions assez tranchées, notamment depuis l'arrivée de militaires, la prise de pouvoir par des militaires dans ces 3 pays-là, particulièrement au Niger, où ce dernier fait l'objet de sanctions à la fois économiques et politiques. Et donc, dans ce communiqué final qui a sanctionné les travaux qui se sont déroulés à Abuja, pourquoi? Parce que c'est le Nigeria qui assure la présidence tournante de la commission des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et Bola Tinubu, dans son discours, même s'il ne les a pas cités nommément, a quand même acté un certain nombre de faits. D'abord, pour ce qui concerne le Mali, il a acté le fait que le Mali, qui devait organiser des élections présidentielles en février prochain, en vue d'un retour à un ordre constitutionnel normal, parce qu'il faut savoir que depuis 2021, le colonel Assimi Goïta dirige le pays et donc a mis en place une transition. Et donc, ces élections qui étaient prévues pour février prochain ont été reportées sine die depuis le mois de septembre dernier par les mêmes autorités maliennes qui expliquent qu'elles ont un certain nombre de priorités, notamment des priorités liées aux questions sécuritaires. On l'a vu dernièrement avec la reprise notamment de la ville de Kidal. Cette reprise de la ville de Kidal, même si c'est un grand succès militaire pour l'armée malienne, j'en avais parlé ici. Cet événement n'a pas été commenté par les chefs d'État de la CEDEAO. On ignore pourquoi, mais c'est quand même assez dommage. Et bien entendu, le fait que les autorités maliennes aient donc décidé de rompre l'accord dit d'Alger de 2015, cet accord que le gouvernement malien avait signé avec un certain nombre de groupes armés, qu'ils soient Touareg et voire des groupes armés qui étaient affiliés en quelque sorte avec les groupes terroristes et djihadistes. Et donc le fait que cet accord-là, d'abord le colonel Assimi Goïta et le gouvernement de transition ont toujours caché qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité de cet accord. Et par conséquent, pour eux, l'intégrité, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien était la priorité des priorités. Et donc, ils sont passés à l'offensive à Kidal, ils ont récupéré la ville, même si, depuis lors, on peut voir de ça et là encore un certain nombre d'opérations de reconquête tentées par les djihadistes qui avaient été, et les groupes armés qui avaient été délogés de la ville située au nord du pays. Donc, il y a cet élément. Et puis, il y a un deuxième élément aussi qui est quand même assez intéressant. C'est que les chefs d'État et de gouvernement ont acté en réalité le fait que Mohamed Bazoum, pour ce qui concerne le Niger, que Mohamed Bazoum ne reviendrait plus au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi les membres du gouvernement de Mohamed Bazoum ont assisté à ce sommet? C'est l'une des erreurs, encore une fois de plus, qu'a commise ce comité des chefs d'État. Alors, il s'agissait de la part notamment d'un certain nombre de pays qui continuaient, parce que là c'est maintenant au passé, qui continuaient à soutenir l'idée selon laquelle Mohamed Bazoum était le président légitime du Niger et donc par conséquent tous ceux qui travaillaient avec lui l'étaient également. C'est la raison pour laquelle ils avaient invité à Abuja ces ministres-là. Mais fort heureusement pour les chefs d'État et de gouvernement, ils ont eu la lucidité de reconnaître par la suite qu'en réalité, cela ne servait plus à rien, puisque l'exercice réel du pouvoir est effectué par les militaires et effectué par le général Abdourahmane Tiani. C'est lui qui tient les rênes du pouvoir, c'est lui qui a nommé un nouveau gouvernement et ce nouveau gouvernement administre tout le pays. Et par conséquent, continuer dans cette espèce de
d'aveuglement, dans cette espèce de déni de réalité, en continuant à prétendre que Mohamed Bazoum reste le président légitime du Niger et que par conséquent, tout doit être mis en œuvre pour son retour au pouvoir, eh bien, cette position-là n'était plus tenable. D'autant plus que, en restant dans cette position-là, on coupait tout dialogue avec le pouvoir à Niamey et en plus, on favorisait une espèce de sécession, entre guillemets, à l'intérieur de la CEDEAO, sécession dont le acte 1 est la création de l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Mali. Ces trois pays-là, qui sont dirigés actuellement par des militaires, font l'objet d'une vive polémique de la part de la CEDEAO, qui les voit comme des espèces de groupes de trublions qui menacent en quelque sorte la stabilité de la CEDEAO. Pas la stabilité de la région, mais la stabilité de la CEDEAO. Dans le sens où la CEDEAO est une véritable machine politique qui, au cours de ces 60 dernières années, a beaucoup plus œuvré pour la sauvegarde des pouvoirs aux mains d'individus, plutôt que de renforcer véritablement la cohésion entre les peuples et renforcer les échanges économiques entre les États. Donc, c'est cette perception-là que les peuples ont, et ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un pays qui voit un régime être brutalement changé par notamment les militaires, eh ben, on constate qu'il y a une adhésion massive des populations. Donc, tous les coups d'État ne sont pas forcément mauvais, dans la mesure où plus les peuples, s'ils étaient contre ces coups d'État, eh ben, ils le manifesteraient comme ils l'ont toujours fait par le passé. Mais on remarque qu'aujourd'hui, il y a en fait une véritable déconnexion entre les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et les populations, parce que ces populations estiment que la CEDEAO, c'est plus, au cours de ces dernières décennies, c'est plus attelé à privilégier les relations entre chefs d'État plutôt qu'à privilégier les relations entre les États eux-mêmes. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, la CEDEAO paye un peu le prix de cette pratique-là. Par conséquent, ce qu'elle est obligée de faire, elle doit impérativement opérer sa mue si elle veut garantir son existence à l'avenir. Et donc, c'est pour... Tu as dit tout à l'heure que la CEDEAO a acté officiellement le coup d'État du côté du Niger. Oui. Est-ce qu'on peut dire donc que le Niger est suspendu des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel? Le Niger était suspendu depuis le 26 juillet de tous les organes, mais, mais en plus de la suspension, ça, ce sont des sanctions politiques. Il y avait les sanctions économiques. Il y a le gel des avoirs du Niger au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait aussi la fermeture des frontières. La fermeture des frontières aériennes et terrestres, donc aucune marchandise n'entre et ne sort. Mais en réalité, cette fermeture ne se fait pas parce que, évidemment, parmi la liste des pays qui sont frontaliers au Niger, on a le Mali et le Burkina Faso. Et donc, ces deux pays-là ont tout simplement dit qu'ils n'appliqueraient jamais de sanctions contre le Niger. Et en plus, il faut savoir que entre le Niger et le Nigeria, il y a près de 2000 km de frontières qui séparent ces pays. Ce sont les mêmes populations, principalement les populations Hausa, qui sont de part et d'autre de cette frontière. Et il faut savoir que parmi les 13 États du Nigeria qui sont frontaliers avec le Niger, 13 dirigeants, 13 gouverneurs et chefs religieux de ces 13 États avaient écrit à Bola Tinubu pour lui faire savoir qu'ils n'avaient pas la capacité ni la volonté d'appliquer ces sanctions à l'égard du Niger, parce que ce serait se sanctionner contre eux-mêmes. Donc tout ça fait qu'en réalité, dans la pratique, les sanctions en elles-mêmes ne sont pas forcément appliquées. Il y a certains pays qui les appliquent à la lettre, comme le Bénin, mais le Bénin aussi en paie le prix fort. Il faut savoir que la moitié des importations qui étaient faites par le Bénin la moitié des importations qui passent par le Bénin allaient au Niger. Donc le fait que le Bénin ait décidé d'appliquer cette sanction-là, donc de fermer la frontière avec le Niger, le Bénin au passage perd une manne financière considérable. Et donc d'autres pays, en réalité, par exemple comme le Togo, comme le Mali et autres, sont devenus des États de transit, des pays de transit du Niger. Et donc, ce sont ces pays-là qui ont récupéré cette manne-là. Même si, évidemment, les autres sanctions ralentissent plus ou moins le fonctionnement normal de l'État du Niger, mais n'empêche que l'État continue quand même de fonctionner. Donc, de ce point de vue-là, les fonctionnaires sont toujours payés, même si les prix des denrées ont quand même augmenté, mais cela n'a pas créé un véritable chaos social dans la mesure où les populations semblent avoir accepté cette réalité-là d'une augmentation du prix des denrées du fait de la mise en œuvre de sanctions. Donc tout ça fait qu'au contraire, même ça a renforcé la légitimité des militaires au pouvoir, les militaires du Comité national du salut public, le CNSP. Donc tout ça a fait que, en réalité, ces sanctions
n'ont pas porté les fruits escomptés. Par conséquent, les autorités, les présidents, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, y compris les membres de la commission de la CEDEAO, doivent donc prendre acte de cette nouvelle réalité-là. C'est la raison pour laquelle, au cours de ce 64e sommet, la CEDEAO a donc décidé de nommer un trio de chefs d'État pour entamer des discussions avec le général Abdourahmane Tiani, ce qui veut donc dire de facto qu'elle accepte l'idée qu'il n'y ait plus un retour à un ordre constitutionnel par le biais d'un retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Il faut aussi savoir que dans la foulée, les autorités nigériennes ont lancé un certain nombre de chefs d'accusation contre Mohamed Bazoum pour haute trahison et détournement de deniers publics. Et donc, ce qui fait que son emprisonnement, du point de vue de la justice nigérienne, s'explique parfaitement. Et donc, quand on colle bout à bout ces deux événements, on voit que la CEDEAO n'avait plus d'autre choix que d'entamer des discussions, d'autant plus qu'il ne faut pas aussi l'oublier. Lorsque, en 2021, le Mali, le colonel Assimi Goïta avait décidé de renverser le régime de la transition qui était dirigé par Mbandao, le colonel Mbandao et le premier ministre Mokhtar Ouane, on avait renforcé les sanctions contre le Mali et durant 1 an, on avait pensé que ces sanctions-là allaient faire chuter ou allaient délégitimer le régime du colonel Assimi Goïta. C'est l'effet inverse qui s'est produit. Le Mali a plutôt tourné vers d'autres partenaires. La Russie, elle s'est équipée. Elle a relancé la conquête de son territoire avec la prise notamment de Kidal. Et ça a renforcé la légitimité du régime du colonel Assimi Goïta. Donc, de ce point de vue-là, les sanctions n'apportent jamais ou apportent très rarement le but recherché parce que les sanctions ont tendance à, si tu veux, raffermir, si tu veux, la cohésion, la solidarité du peuple, le peuple qui est le premier à subir la sanction, alors que l'objet de la sanction, c'est justement de pousser le peuple contre le pouvoir, parce qu'on estime que c'est le pouvoir qui est à l'origine du fait que l'on sanctionne le peuple. Or, qu'est-ce que l'on constate généralement? C'est qu'il y a une espèce de solidarité, une fusion au contraire qui s'opère entre les dirigeants qui sont sanctionnés et les populations qui subissent aussi les effets de ces sanctions économiques-là. Donc, c'est exactement la même chose qui s'est produite au Niger, c'est la même chose qui s'est produite au Mali et au Burkina Faso. Ce sont principalement les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso. Et surtout que cette union est renforcée par le fait que le Mali et le Burkina Faso ont des résultats sur le terrain. Le Mali encore plus que le Burkina Faso. Le Burkina Faso, avec la création de comités de volontaires pour la défense de la patrie, la VDP, ils essayent, un peu comme le Mali, de reprendre petit à petit des portions de territoire qui avaient été abandonnées aux groupes terroristes et groupes djihadistes. Et donc, de ce point de vue-là, ces 3 pays-là sont en train de s'organiser petit à petit vers une espèce même de fédération, c'est ce que l'on entend dans certains sites non autorisés, qui vers une espèce de fédération d'États avec pour objectif de mettre en place une espèce d'unité, une unité qui va au-delà de celle que l'on a pu observer jusqu'à présent au sein de la CEDEAO. Donc c'est cette situation de sanction qui renforce non seulement ses pouvoirs à l'intérieur des États, mais qui renforce aussi les relations entre ces 3 pays-là aux grandes dames de la CEDEAO et qui y voient véritablement maintenant un danger. Donc la seule façon d'éviter que ce danger-là devienne véritablement, prenne de l'ampleur et risque de mener à l'implosion de la CEDEAO, elle n'a d'autre choix que d'essayer de tempérer son discours, que d'essayer de tempérer ses actions. D'engager des discussions. Et c'est la raison pour laquelle la commission a décidé d'engager des discussions avec le général Abdourahmane Tiani et son gouvernement. Ces discussions doivent aboutir, selon les autorités de la CEDEAO, à la promesse de la mise en place d'une transition très courte, avec des dates qui soient déjà fixées à l'avance dans le cadre de l'organisation d'élections qui permettront un retour à un ordre constitutionnel, c'est-à-dire un transfert du pouvoir à des civils. Mais même ça, évidemment, on le sait, on peut discuter d'une date, mais le dernier mot reste encore entre les mains de ces gouvernements. On l'a vu dernièrement avec le Mali, où le Mali avait d'abord donné un premier calendrier de 2 ans. Maintenant, on sait que la transition ira au-delà des 2 années. Et cela n'a absolument pas suscité de réaction de la part de la CEDEAO. Et donc, on voit de plus en plus une CEDEAO qui a voulu
si tu veux, bomber les muscles pour raffermir son autorité et prouver qu'elle avait la capacité d'imposer sa loi aux États. Donc, on avait une organisation supra-étatique qui avait la possibilité d'interagir sur, si tu veux, des affaires intérieures d'un État. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout facile et que la CEDEAO n'a en réalité pas cette capacité-là. Mais pourquoi ? Parce que c'est dû à la manière dont la CEDEAO fonctionne. Il faut savoir que la CEDEAO, comme la plupart des organisations régionales et sous-régionales africaines, malheureusement, fonctionne avec l'aide financière extérieure, principalement des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, ce qui fait que elle est perçue comme les États, notamment par les opinions publiques des États africains, comme étant plus des organisations qui sont là, non seulement pour consolider les pouvoirs des membres, des chefs d'État qui y sont, mais beaucoup plus pour appliquer en réalité la vision qui vient des États-Unis et de l'Union européenne, et non pas d'appliquer une véritable vision africaine des relations entre les différents États. Et donc ça, évidemment, ça fait que de plus en plus l'opinion publique souvent vent debout contre ces organisations régionales. Et malheureusement, à chaque fois qu'on a des crises qui surviennent, comme la dernière en cours le 26 juillet avec le renversement du régime du président Mohamed Bazoum, eh bien, ces organisations prennent des décisions qui, semble-t-il, leur sont dictées par l'extérieur. On l'a vu dernièrement, la France, vent debout, qui avait demandé à ce que le Niger soit sanctionné, et le Niger a été sanctionné, la France avait même demandé que tout soit mis en œuvre pour que des solutions militaires visant à un retour par la force de Mohamed Bazoum au pouvoir soient mises en place par les autorités de la CEDEAO. Et on a vu dans la foulée les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunir à Abuja pour planifier un plan militaire de reconquête de pouvoir et de restauration de l'autorité de Mohamed Bazoum. Donc on voit que tout ça, évidemment, les opinions publiques ont l'impression qu'en réalité, ces groupes-là, ces organisations sont devenues des émanations, sont devenues des espèces de bras séculiers d'autres organisations extra-africaines, si on peut parler ainsi, qui n'ont d'autre objet que de maintenir, si tu veux, la sauvegarde de leurs intérêts. Et ce sont les propres chefs d'État africains qui sont en train de travailler dans ce sens-là. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, les opinions publiques sont de moins en moins enclins à accepter des décisions qui viennent de la part de ces organisations-là parce qu'elles ne sont pas légitimes et malheureusement les actes qu'elles posent ne font que les délégitimer davantage. Donc c'est un peu dans cette situation-là que se trouve la CEDEAO et donc elle est obligée de faire marche arrière et d'entamer à la fois des discussions avec le Niger pour revenir à des relations normales et permettre ainsi que la CEDEAO reprenne des relations normales avec le Niger d'une part, et puis essayer de ne pas trop critiquer le Mali et le Burkina Faso, parce qu'évidemment, cela serait très mal perçu et cela n'aurait d'autre effet que de fragiliser encore davantage l'organisation. Donc la CEDEAO est un peu dans cette position-là assez difficile, à savoir qu'elle n'a plus l'autorité, en fait, elle a voulu faire preuve d'autorité sur ces pays-là, mais on voit bien qu'elle n'en a pas la capacité et ça, c'est en train de se retourner contre elle. Et donc, elle sera obligée, pendant les mois et les années à venir, à faire profil bas et ça, elle est obligée de faire profil bas parce qu'il y va de sa propre survie. Si elle continuait dans cette position de va-t-en-guerre, eh ben, cela aurait eu pour effet à terme de favoriser son implosion et cela avait pu déjà être observé, notamment avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Merci. La CEDEAO acte officiellement le coup d'État au Niger et veut engager des discussions. C'était le sujet emmené par Jean-Paul aujourd'hui concernant l'actualité internationale. À retrouver sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.